Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il s'agira une nouvelle fois d'une palle que j'ai constituée pour répondre au challenge du Cold Winter Challenge que vous connaissez peut-être puisqu'il existe maintenant depuis une dizaine d'années je pense. Il est cette année repris par Elise qui est une personne que j'affectionne tout particulièrement, dont je vous mettrai la chaîne en barre d'informations. Je vous mettrai également le lien de sa pile à lire si vous souhaitez avoir un peu plus d'idées pour répondre aux catégories qui vont être proposées. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus sur le challenge en tant que tel, sachez seulement qu'il se déroule du 1er décembre au 28 février et je sais pertinemment que je participe dans le même temps au challenge de la crypte et que ma liste de lecture, ou tout du moins de ce que j'envisage de lire rapidement, devient assez conséquente, mais voilà, je me sens de taille à essayer d'affronter ce nouveau défi. Je m'excuse par avance, c'est la seconde vidéo dans laquelle Indy ne veut pas me laisser tourner, elle reste absolument sur mes genoux, donc vous risquez d'entendre des petits ronrons et des petits miaulements, j'espère que cela ne vous dérangera pas trop. Elise a choisi de conserver certaines catégories historiques du challenge, mais également de glisser sa patte dans la création des menus et des catégories du challenge de cette année. Et donc nous commençons avec un premier menu qui s'appelle un chant de Noël et qui fait donc référence directement à l'œuvre de Charles Dickens. Et comment mieux célébrer cette première catégorie et ce premier menu qui se nomme également un chant de Noël qu'en glissant donc le célèbre roman de Charles Dickens, Un chant de Noël, qui met donc en scène le personnage de Scrooge dont vous avez certainement déjà entendu parler. Je n'ai jamais lu ce roman, c'est pourtant un roman que j'envisage de faire étudier à mes classes en 5e parce que je trouve ça absolument superbe de pouvoir un petit peu lier ces lectures à la saison. Je pense que ça peut être très sympathique et je suis impatiente de faire la lecture de l'œuvre intégrale puisque jusqu'ici je n'ai lu que des versions scolaires et c'est pour cette raison d'ailleurs que je ne me suis pas encore décidée pleinement à l'intégrer dans ma progression annuelle. Je pense que cette lecture m'aidera donc à déterminer si oui ou non le choix est judicieux. Je suis en tout cas mais vraiment très impatiente de découvrir La Plume de Dickens. C'est un auteur sur lequel je ne me suis jamais penchée et c'est Zweig, pour tout vous dire, qui m'a donné véritablement envie de découvrir le travail de Dickens, puisque dans son ouvrage 3 mètres, il fait référence aux descriptions et aux univers de Balzac. Pardon, excusez-moi, me mélange les pinceaux. En ce qui concerne Dostoïevski, c'est plus pour la critique politique et l'ancrage dans la réalité donc qu'il considère que Dostoïevski est un maître. Balzac pour les descriptions et l'univers, la profusion de détails qu'il peut y avoir dans les descriptions balsaciennes. Et pour Dickens, c'est donc la force des personnages. Et depuis cette lecture, je suis très encline, très portée vers Dickens, mais je ne me suis pas encore lancée, donc ce sera l'occasion parfaite. Et puisque c'est à la fois le nom de la catégorie et le nom du menu, je pense que je suis tout à fait dans le thème. Je poursuis avec une catégorie qui ne va vraiment pas mettre en avant mes talents d'oratrice en anglais. Christmas Cracker, il me semble. Catégorie dans laquelle il faut lire un livre qui... Je suis vraiment désolée, j'ai Indy qui tourne dans tous les sens, j'espère vraiment que ce n'est pas trop dérangeant. Les thématiques, ce sont donc cadeaux, surprises et vœux. Donc je me suis centrée sur la dimension cadeau, puisque je dois avouer que je n'ai pas... ou peut-être que je n'ai pas assez cherché d'ouvrages qui parlent de vœux ou de surprises à proprement parler. Après j'aurais pu présenter un livre qui m'a été offert par surprise, mais j'ai choisi de lire Apprendre si par bonheur de Becky Chambers, qui m'a été offert par mon chéri. Le mois dernier, on a une petite tradition où j'ai droit à un livre par mois, et donc mon livre du mois de novembre, je crois, c'était ce livre-ci de Becky Chambers, puisque je venais de terminer le second tome de Un psaume pour les recyclés sauvages. Je ne me souviens plus exactement du titre. Il me semble que c'est une prière pour les cimes timides, mais je ne suis pas persuadée, je n'ai pas envie de faire de grosses erreurs, donc je vous mettrai ici la couverture. Je n'avais donc plus rien de Becky Chambers à lire, si ce n'est L'espace d'un an, qui m'effraie beaucoup de par la 4e de couverture. Alors c'était déjà le cas avec les autres ouvrages, donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage d'en être encore au stade où je ne peux pas dépasser la barrière du nombre de pages, parce que je crains justement que la 4e de couverture ait révélé trop de choses et que la lecture me soit désagréable, alors que jusqu'ici Becky Chambers pour moi c'est un sans faute. Je dois admettre que je suis très surprise d'avoir si bien accroché avec la plume de cette autrice, parce qu'elle est tout de même d'une grande simplicité. Les thématiques qu'elle aborde sont assez consensuelles, je dirais, à l'heure actuelle.
mais pourtant la façon dont elle le met en place, dont elle le met en scène, les univers qu'elle décrit, et surtout je dirais la bienveillance qu'elle a à l'égard de ses personnages, sont vraiment tout un tas de qualités qui font parfois défaut à la littérature contemporaine, et je trouve ça très beau, très bien. Donc on est dans de la science-fiction qui reste tout de même très accessible. Ici on va suivre un groupe de 4 astronautes qui partent explorer des planètes susceptibles d'abriter la vie. Et en gros on va s'interroger un petit peu sur la question du genre. Alors c'est une question qui m'intéresse beaucoup, mais je ne suis pas forcément ouverte à toutes les formes de traitement sur cette thématique là, donc à voir comment ce sera fait ici. Mais c'est déjà quelque chose qui était plus ou moins abordé dans un psaume pour les recyclés sauvages, donc je pense que ça devrait aller. Je continue avec la troisième catégorie qui est donc l'arbre de Noël, avec des mots-clés comme famille, amitié, célébration, groupe, jouet. J'ai un petit peu extrapolé encore une fois parce que je n'avais pas de livres de ce type dans ma palle, et si j'en ai, je n'ai pas forcément envie de les lire parce que je dois admettre que depuis quelques temps je suis en rupture assez franche avec de nombreux titres young adultes, et malheureusement, ou de fantasy fantastique un petit peu young adulte également. Je n'ai pas forcément envie d'aller vers ce type de lecture parce que je suis un petit peu fatiguée de voir les filons beaucoup trop apparents de ce qui peut se passer dans les histoires. Je suis un petit peu fatiguée, voilà, de lire les mêmes choses, donc je n'avais pas très envie de me plonger dans un ouvrage qui répondait véritablement à la thématique, au sens d'aller lire un ouvrage qui met en scène, je sais pas, un groupe d'adolescents qui sont amis, ou je sais pas, enfin voilà, j'avais pas envie d'aller vers ça. Ça ne veut pas dire que je reviens sur tout ce que j'ai pu dire jusque là sur la littérature young adulte et sur tous les coups de cœur que j'ai pu avoir dans cette catégorie entre gros guillemets de lecture, mais là actuellement je n'ai pas envie de me pencher sur ce type de titre, simplement parce que mon taux de déception est plus important que mon taux de satisfaction, et que compte tenu de la charge de travail que j'ai au collège, je ne peux pas me permettre, et je n'ai pas envie de faire la concession, de prendre le risque d'avoir une déception en matière de lecture. Donc je me suis tournée vers, pour la dimension familiale, Son Excellence Eugène Rougon de Zola, simplement parce que nous sommes donc au cinquième je crois, tome des Rougon-Macquart, donc de la saga familiale de Zola, qui met donc en scène la famille des Rougon et des Macquart. Et donc ici on va suivre Eugène, qui est un des fils Rougon, qui part à Paris et qui va donc travailler au sein du Sénat, me semble-t-il, ou tout du moins dans la partie politique, on va dire un petit peu. Donc il va être dans le milieu politique parisien du 19e siècle. J'avais commencé la lecture de ce livre, ça avait été très difficile pour moi parce que je n'aimais pas beaucoup la façon dont les choses étaient amenées, et j'étais finalement assez peu intéressée par le sujet. J'espère véritablement que ça changera et que je me ferai une nouvelle idée de ce titre-là, parce que voilà, pour l'instant, clairement, c'est celui que j'aime le moins de la fresque des Rougon-Macquart. Espérons que la lecture soit bonne, puisque comme je vous le disais, je n'ai vraiment pas envie d'être déçue de mes lectures actuellement. Je continue avec la quatrième catégorie, qui est donc Fantôme de Noël passé, présent et futur. On a des thématiques ici comme l'enfance, l'espoir, la nostalgie et le voyage dans le temps et la peur. J'ai pris la dimension enfance avec La vie devant soi de Romain Gary, puisqu'ici nous suivons un jeune garçon, l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle donc Momo, qui se débat contre les 6 étages que Madame Rosa ne veut plus monter, et contre la vie parce que ça ne pardonne pas et parce qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des raisons pour avoir peur. Le petit garçon l'aidera à se cacher dans son trou juif, elle n'ira pas mourir à l'hôpital et pourra ainsi bénéficier du droit sacré des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui n'est pas respecté par l'ordre des médecins. Il lui tiendra compagnie jusqu'à ce qu'elle meure, et même au-delà de la mort. Donc c'est une histoire qui est extrêmement touchante, paraît-il, qui a valu l'un des Goncourt de Romain Gary, puisque si vous ne connaissez pas l'anecdote, Romain Gary a obtenu sous son véritable nom, alors même si Romain Gary est déjà un pseudonyme, un Goncourt avec La promesse de l'aube, et avec La vie devant soi, il a donc obtenu le Goncourt en 75 sous le pseudonyme d'Émile Ajar. C'est d'ailleurs pour cette raison que vous avez le nom d'Émile Ajar juste ici. Il s'agit dans tous les cas de Romain Gary, mais voilà, c'était la petite anecdote. Mais en tout cas, je pense que ce romancier rentre bien dans cette catégorie, même si ce sont des livres finalement assez tristes, alors que j'ai bien compris que la volonté dans la création des menus était de nous amener sur des lectures un petit peu plus légères, un petit peu plus
douce, un petit peu plus calme, un petit peu plus apaisante. Visiblement, je ne suis pas capable de répondre à ce type de critères, donc voilà, je me suis écoutée et je suis partie sur des titres que j'avais véritablement envie de lire. Je continue avec la dernière catégorie de ce menu, il s'agit de festin de Noël, donc on avait gourmandise, chocolat et grands-parents. Alors pour la dimension transgénérationnelle qu'on trouvait dans le tome 1, mais également pour la dimension gourmandise que l'on trouvait aussi dans le tome 1, je me suis dirigée vers Mémoire de la forêt, les carnets de Cornelius Renard, le tome 2 de Michael Brun-Arnaud, publié chez les éditions L'École des loisirs. Ce sera vraiment mon petit chocolat, mon petit réconfort lorsque je ne vais pas bien. Parce qu'en ce moment, je n'ai pas le temps de lire. Donc c'est déjà d'une part un ouvrage qui se lit extrêmement vite, qui est très élégant, très beau, avec de très jolies illustrations. C'est une saga qui n'a pas que je n'ai pas besoin de vous présenter plus en détail, je pense, parce qu'elle est présente absolument partout. Mais je vous assure véritablement que le premier tome le mérite. Pour moi, il est l'équivalent. Il m'a fait vraiment l'effet, cette sensation de nostalgie du retour à l'enfance, à mes lectures d'enfance, à mes premières lectures. Et ce sont des ouvrages qui débordent d'émotions, de toutes les formes d'émotions auxquelles vous pouvez penser. Les plus positives comme les plus perçues négativement, parce qu'elles ne sont pas négatives à proprement parler. Mais j'ai vraiment adoré le tome 1, je suis impatiente de lire le second. Et vous allez voir que ce n'est pas le seul qui est dans cette palle. Le cadre aura possiblement changé puisque la caméra est toujours aussi peu collaborative et que donc je n'avais plus d'espace sur la carte mémoire. Voilà, il y a toujours quelque chose qui dysfonctionne lorsque je me lance dans un tournage. C'est absolument affligeant. Donc on passe au deuxième menu qui est, si Inzi me laisse voir mon carnet, Féerie des fêtes, avec donc une première catégorie qui est Deck the Halls, je pense, je m'excuse une nouvelle fois pour mon anglais absolument superbe. Donc il faut lire un livre avec une couverture rouge ou verte. Actuellement, j'ai très envie de retourner vers Mishima. Vous allez me dire, ce n'est absolument pas une lecture qui rentre dans cette espèce d'ambiance, d'atmosphère de Noël. Peu importe, j'ai répondu à l'exigence de cette catégorie puisque la couverture est rouge. Il s'agit donc de Martyr. J'ai découvert Mishima avec le pavillon d'or. Je dois reconnaître que les 100 premières pages étaient vraiment extrêmement difficile à lire pour moi. Je l'ai trouvé à la fois très agréable d'un point de vue stylistique, très dense, très belle, et je trouvais que la théorie de l'esthétisme qui était abordée, enfin de l'esthétique qui était abordée et qui me faisait un petit peu penser à l'éloge de l'ombre de Tanizaki était très agréable parce qu'on prenait vraiment le temps de développer cette question de la beauté dans le Japon traditionnel qui s'opposait finalement à la modernité qu'incarnait le personnage que l'on suivait, même si c'était beaucoup plus profond que ça et que là je vous fais un espèce de résumé condensé assez alambiqué. J'avais beaucoup aimé en tout cas, je trouvais que c'était très intéressant, donc je suis impatiente de relire Mishima. Ici on est dans une de ces thématiques, je pense, les plus récurrentes, puisqu'on va suivre ici Atekayama et Watari qui vont tous les deux éprouver des sentiments confus à l'égard l'un de l'autre, puisque nous allons être dans cette espèce d'entre-deux entre l'amour et la haine, puisque ces deux garçons ont beaucoup de mal, si j'ai bien compris, à exprimer leurs émotions de par le fait que l'homosexualité est extrêmement mal vue à leur époque et au Japon. Donc voilà, je pense que ça va être très intéressant, toujours très percutant, puisque c'est vraiment la force des romans de Mishima, je trouve, c'est d'être toujours dans une authenticité brute qui vous rentre dedans, qui vous coupe le souffle et qui ne vous laisse pas indemne. La seconde catégorie, c'est Lumière enchantée, donc une couverture qui brille. Alors très honnêtement, j'ai eu beaucoup de mal à répondre à cette thématique. Je m'étais même dit que je pouvais rester, vous voyez, sur finalement les folios qui brillent au soleil, voilà. Mais j'ai fait un effort, je me suis dit qu'il y avait toutefois une saga que j'avais envie de continuer en matière de littérature, je dirais plus fantastique, young adulte. Ce n'est pas véritablement du young adulte parce que je ne recommanderais pas ça non plus. Si, c'est du young adulte. Je ne le recommanderais pas à des adolescents, mais je pense que pour un public jeune adulte, c'est assez confus, hein. Vraiment, n'hésitez pas à me dire si vous avez du mal à comprendre ce que je souhaite exprimer. J'ai choisi donc Le Royaume des Maudits de Kerry Maniscalco. Alors, il brille un petit peu ici, voilà. Je pense que c'est le plus brillant que j'avais. Après, sinon, on partait sur des livres de Saxus que je n'ai pas forcément envie de lire actuellement. Donc, le titre également est brillant.
Voilà. Le Royaume des Maudits, c'est la suite du Royaume des Damnés que j'avais personnellement beaucoup aimé, malgré tous les problèmes que cela peut soulever, malgré toute l'inconsistance de certains passages, malgré la simplicité des personnages décrits, malgré tous ces aspects très rébarbatifs qu'on peut retrouver dans énormément de romances fantastiques. Voilà. Malgré tout ça, j'ai beaucoup aimé le premier tome. Ne me demandez pas pourquoi, voilà, il y a eu une forme d'addictivité. Je ne prétends pas que la saga soit bonne ou je ne vous la recommanderai pas à proprement parler, mais moi personnellement j'ai passé un bon moment, donc j'ai envie de connaître la suite et je pense que ça pourrait être pas mal si à un moment donné j'ai envie d'un petit peu de fantastique, puisque toutes les lectures que je vous ai présentées jusque là, que ce soit dans ma palle du Cold Winter Challenge ou dans ma palle du Challenge de la Crypte, sont des ouvrages soit classiques, soit des sagas que je connais déjà et que j'affectionne mais qui sont dans un univers très jeunesse, soit de l'horreur. Voilà, donc je me suis dit potentiellement à un moment donné, entre le 1er décembre et le 28 février, j'aurais envie de lire un petit peu de fantastique. Vous allez voir que j'ai encore beaucoup extrapolé en choisissant ce titre dans cette catégorie. Donc s'embrasser sous le gui, il fallait choisir une romance. Alors ne criez pas au scandale parce que j'ai bien conscience du fait que ce sera d'une part extrêmement réducteur mais aussi très peu réaliste. J'ai choisi Adrienne Mesura de Julien Green. Alors pourquoi j'ai choisi Adrienne Mesura? C'est tout simplement parce qu'elle est comparée à deux personnages qui souffrent profondément de l'amour de façon générale, à savoir Madame Bovary et Thérèse Raquin. Donc, et Eugénie Grandet, pardon, excusez-moi. Et je me suis dit que donc, certes, nous ne parlions pas de romance au sens strict, puisque nous ne sommes pas dans la narration d'une histoire, je dirais, de quelque chose qui s'apparente au genre de la romance, comme nous pourrions le trouver chez les éditions Hugo, chez les éditions Harlequin, ou ce genre de choses, pas du tout. Nous sommes même dans un roman, je pense, qui va faire une espèce de critique du romantisme et de la romantisation de l'histoire d'amour, mais on peut pas dire que ça traite pas d'amour. Je souligne toutefois que je ne range pas Adrienne Mesura dans les romances. Donc, je ne l'ai pas lu, mais s'il ressemble un tant soit peu à ce qui est décrit, c'est-à-dire Eugénie Grandet ou Madame Bovary, il n'y a quand même pas grand-chose qui s'apparente au genre de la romance tel qu'on le connaît aujourd'hui, ou même tel qu'il s'est popularisé dans les années 80-90. Donc, pour vous donner un ordre d'idée comme ça, je ne vous induis pas en erreur si vous souhaitez véritablement lire de la romance. Adrienne Mesura, donc c'est un roman de Julien Green, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Jeune et belle, Adrienne Mesura s'étiole entre un père tyrannique et borné et une sœur plus âgée, aigrie et malade. Il suffit d'un homme croisé, d'un regard, un instant saisi, pour rendre à jamais insupportable cette existence sans espoir. Du chemin qui l'emmène alors vers la tragédie la plus sombre, seul le romancier de Léviathan et de Si j'étais vous connaît tous les détours. Il nous y conduit insensiblement. Voilà, donc romance, en extrapolant un petit peu, ça fonctionne. Tout du moins, c'est l'amour qui va causer la perte d'Adrienne Mesura, de ce qu'on comprend dans ce roman, un petit peu comme c'est le cas pour Eugénie Grandet chez Balzac. Je continue avec la catégorie Au coin du feu. Il faut lire un roman cocooning et c'est ici que je déploie donc le 3e tome de la saga Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, publié toujours chez l'École des loisirs et qui est toujours aussi élégant. Ma foi, je ne pense pas qu'il y ait de meilleur moment pour lire ce livre que l'hiver, compte tenu du fait que il incarne la saison de l'hiver. Donc, et d'ailleurs le titre c'est L'esprit de l'hiver. Oh, d'ailleurs il serait bien allé dans une des catégories pour laquelle j'ai eu du mal à trouver un titre. Alors excusez-moi, je reviens, des fourmis dans les pieds. Au lieu de ça, vous allez voir que j'ai triché une nouvelle fois pour la fameuse catégorie, ou enfin pour une catégorie que je vous mentionnerai plus tard. Mais en tout cas, donc L'esprit de l'hiver, ce serait parfaitement rentré dans la catégorie. J'aurais simplement dû lire le sous-titre. Bref, on est toujours donc dans les mémoires de Ferdinand Renard. Et c'est donc de Cornelius Renard, pardon. Et donc c'est la suite du tome que je vous présentais précédemment, donc je ne vais pas plus épiloguer. J'espère vivement lire ce tome 3, tout du moins il me semble que c'est le bon moment. On continue avec le 3e menu qui est Froid polaire, avec la première catégorie Stalactite ensanglantée, qui est une catégorie historique que j'ai pour ma part toujours vue dans le Cold Winter Challenge. Et je commence avec Élévation, Stephen King. Visiblement, il n'y avait pas assez de Stephen King dans ma palle du Challenge de la Crypte. Je me suis donc permise d'en rajouter un ici. Élévation, c'est un tout petit roman
qui se déroule à Castle Rock, chose que je trouve absolument superbe, puisque je dois reconnaître que ça me manque un petit peu. Alors pour vous faire un bref résumé, donc dans la petite ville de Castle Rock, les rumeurs circulent vite, trop vite. C'est pourquoi Scott Carey ne veut confier son secret à nul autre que son ami le docteur Bob Ellis. Avec ou sans vêtements, sa balance affiche le même chiffre et chaque jour immanquablement, son poids diminue sans que son aspect change. Que se passera-t-il quand il ne pèsera plus rien? Scott doit également faire face à un autre problème, les chiens de ses nouvelles voisines ont décidé que sa pelouse était le lieu idéal pour faire leurs besoins. Entre le couple et Scott, la guerre est déclarée. Mais lorsqu'il comprend que le comportement des habitants de Castle Rock, y compris le sien envers les deux femmes mariées, met en péril le restaurant qu'elles sont en train d'ouvrir en ville, il décide de mettre son pouvoir à contribution pour les aider. Alors, je me suis permise de le mettre ici pour la dimension thriller parce que je trouve que le résumé est très énigmatique et qu'il renvoie tout de même à cette dimension un petit peu, je dirais, d'enquête, de suspense qu'on peut retrouver dans le thriller, mais je me doute très fortement qu'il y aura une dimension fantastique dans le roman, ce qui n'est pas pour me déplaire. Un livre qui faisait déjà partie de ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge, donc Marcher dans la neige, un livre donc de Nature Writing, je n'en ai pas. Donc j'ai pris un livre dans lequel les personnages sont susceptibles de beaucoup marcher, donc La Horde du Contrevent d'Alain Damasio. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous refaire le résumé parce que ce serait la 3e ou la 4e fois me semble-t-il. Sachez simplement que voilà, il faut absolument que je lise ce titre. Je me suis promise de le lire avant la fin de l'année. Ce n'est toujours pas fait. Je dois reconnaître que je lis très peu en ce moment. Je suis sur Jessie de Stephen King depuis maintenant peut-être 2 semaines. J'ai très peu de temps pour lire. J'ai beaucoup de mal à me concentrer. Je trouve que j'en parle pas sur la chaîne et j'en parle peu sur les réseaux, même si j'essaye tout de même de relayer quelques informations. Je dois reconnaître que le climat actuel est aussi très difficile. J'ai beaucoup de mal à m'échapper un petit peu et à fuir dans l'imaginaire comme j'ai tendance à le faire aussi très souvent. Je sais pas, je trouve que la période est vraiment compliquée pour lire d'un point de vue des actualités. Au-delà donc même de la dimension personnelle et travail qui vraiment touche un tout autre pan. Et voilà, c'est vrai que j'ai du mal à me lancer dans mes lectures et à avoir vraiment une grosse volonté à lire de la fiction pure parce que je trouve ça presque lâche actuellement. C'est assez curieux, mais je me juge beaucoup. Si je juge très peu les autres, je me juge énormément actuellement par rapport à toutes ces choses. Et voilà, je suis assez mal à l'aise, donc je ne vais pas approfondir parce que c'est encore quelque chose qui est très flou et flottant et abstrait pour moi. Donc je vais avoir du mal à définir les émotions véritablement qui m'animent actuellement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça me freine grandement à la lecture. Ce qui explique que je ne me suis toujours pas lancée dans la Horde du Contrevent alors que je m'étais engagée à le faire et que c'est quelque chose auquel je tiens vraiment. Et donc la dernière catégorie de ce dernier menu, donc après c'est le dernier titre de cette vidéo, La magie de l'hiver, donc c'est... excusez-moi, j'ai sauté une catégorie, la catégorie 2, Let It Snow, un livre avec un titre... titre avec un mot hivernal. Alors c'est ici que je vais tricher alors que j'aurais tout à fait pu mettre donc l'esprit de l'hiver comme je vous le disais. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais tricher. J'ai pris une couverture qui fait... Voilà. Je pense qu'on peut difficilement faire plus hivernal et Noël. Donc, dernière miniature de Dostoïevski parce que j'ai complètement abandonné Dostoïevski depuis le mois de mars. Je n'ai pas relu un seul livre de Dostoïevski depuis le mois de mars. Je suis assez scandalisée par mon attitude puisque je m'étais engagée à lire l'intégrale de Dostoïevski sur cette année. J'ai certes bien avancé. J'ai lu la plupart de ses œuvres, mais les frères Karamazov ne font pas partie de ce que j'ai pu lire. Lidjo ne fait pas partie de ce que j'ai pu lire. Je n'ai pas encore lu non plus Le Double, plusieurs de ses romans en tout cas. Je regarde un petit peu ce qui me manque, mais il me manque aussi... je ne vois pas grand chose d'ici. En tout cas, il m'en manque quelques-uns, ça c'est une certitude. Donc je pallie un petit peu cet incident en rajoutant ce livre dans cette palle, même si il est tout petit. Je me dis que c'est déjà ça et il faut absolument que je m'y remette puisque je m'étais engagée à faire une vidéo sur Dostoïevski, sur la totalité de son œuvre, sur ce que ça avait pu m'apporter à moi d'un point de vue littéraire. Le problème, c'est que Dostoïevski, c'est un écho, c'est une balle renvoyée à un autre auteur. Je lisais Dostoïevski qui m'a renvoyé à Balzac, qui m'a renvoyé à Zweig, qui m'a renvoyé...
c'était incessant. Incessant. Je ne dis pas que Balzac me renvoie à Zweig puisque c'est antérieur, mais j'ai lu quelque chose dans Balzac qui m'a donné envie de lire Zweig, etc. etc. et je n'arrête jamais finalement, puisque lorsque j'ai lu Zweig, il m'a donné envie de lire Dickens. Bref, je pense que vous connaissez la chanson. On tire tout un tas de fils à partir d'un auteur et finalement, voilà, on se retrouve noyé sous une profusion de titres et de choses qui nous font envie et qui nous semblent nécessaires à la meilleure compréhension possible de l'œuvre qu'on est en train de découvrir. C'est ce qui m'est arrivé avec Dostoïevski. Je regrette par exemple profondément cette année de ne pas avoir lu La Dame de pique de Pouchkine qui me semble quand même important, d'autant que Dostoïevski fait très très souvent allusion à Pouchkine, même si c'est majoritairement en parlant d'Eugène Onegin. Je trouve ça dommage de ne pas m'être lancée dans un approfondissement un petit peu de ma connaissance de Pouchkine. Je sais qu'on ne peut pas tout faire, je sais que voilà, parfois il faut faire des sacrifices. Je voulais lire Anna Karénine également cette année que je n'ai pas lu, donc voilà, on ne peut pas être sur tous les fronts et lire tout ce qui nous fait envie, bien évidemment, mais je trouve ça dommage pour Dostoïevski parce que j'ai été sur une lancée qui était très positive, que j'ai une affection toute particulière pour cet auteur qui s'est construite avec le temps, au fil des lectures bien évidemment, mais Crime et Châtiment a véritablement été un bouleversement pour moi. Ma relecture des Carnets du sous-sol a été aussi un tremblement de terre dans ma vie de lectrice. Alors que curieusement à la première lecture j'avais été certes très touchée par le raisonnement, je trouvais que la traduction était somptueuse, il y a eu beaucoup de choses qui me plaisaient, beaucoup d'idées, toute une philosophie développée, tout un rapport au monde de l'individu qui était très intéressant. Mais voilà, j'étais peut-être restée un petit peu extérieure au monde de Dostoïevski. Là j'avais les deux pieds dedans et malheureusement j'en suis sortie et je trouve ça navrant parce que c'était vraiment un univers dans lequel je me sentais bien malgré la noirceur de l'univers de Dostoïevski. Finalement, quand on vous parle de Dostoïevski, on a tendance à se focaliser sur les choses qui sont très sombres, très négatives, c'est ce que je viens de faire. Mais il faut vraiment que vous sachiez qu'il y a toute une dimension pour tous ceux qui craignent de se lancer dans la lecture de son œuvre. Il y a vraiment toute une dimension aussi qui valorise beaucoup l'amitié, par exemple, qui valorise beaucoup l'amour pur. Il ne faut pas avoir peur de Dostoïevski, ou tout du moins pas plus que d'un autre auteur gigantesque, je dirais, ou tout du moins avec une production littéraire gigantesque. Veuillez m'excuser pour cette longue digression concernant Dostoïevski, c'est peut-être pour cette raison aussi que je vous en parle moins, c'est que systématiquement lorsque je suis lancée sur le sujet, je pourrais en parler pendant des heures et des heures, mais voilà, effectivement c'est un auteur que j'affectionne, donc je ne peux pas m'empêcher. Parler. J'en ai terminé pour cette palle, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mentionner en commentaire ce que vous avez choisi de lire en cette période, que ce soit pour le challenge ou pas. Je remercie une nouvelle fois Elise pour tout le travail qu'elle a pu fournir pour cette édition du Cold Winter Challenge. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt.